Bonjour, je m'appelle Thomas Meyer, je suis le directeur général de SOCAPS. Alors, qu'est-ce que SOCAPS et quel est son type de gouvernance? Alors SOCAPS c'est une société coopérative, c'est aussi une société à mission. Donc on est un peu une bizarrerie de l'architecture entrepreneuriale. Globalement, notre métier, c'est d'accompagner des gens qui fabriquent des équipements ou qui exploitent des usines à concevoir, assembler, installer, maintenir leurs outils de production à travers le monde. Ça, c'est ce qu'on fait. Et la façon dont on le fait, c'est on le fait en tant que groupe coopératif à mission. Donc notre gouvernance, elle est triple. On a d'abord un comité exécutif classique qui anime l'opérationnel et le quotidien de l'entreprise. On a ensuite un conseil d'administration qui est composé d'élus parmi les travailleurs chez nous, à peu près 1200 techniciens, dont environ 500 sont sociétaires, actionnaires, détenteurs de parts sociales qui élisent en leur sein un conseil d'administration. Et puis enfin, on a un comité de mission qui regroupe à la fois des membres de ce comité exécutif et de ce conseil d'administration, des salariés également de l'entreprise, et puis des membres de nos parties prenantes externes, partenaires, fournisseurs, clients, qui se rejoignent dans le comité de mission. Donc notre gouvernance, c'est la somme de ces trois comités-là. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients justement de ce système? Alors les avantages sont nombreux. D'abord, on a la chance de pouvoir avoir plein de vues différents. On a le point de vue des gens qui font, on a le point de vue des sociétaires qui sont au quotidien sur le terrain dans notre coopérative. On a aussi des points de vue extérieurs avec les parties prenantes externes du comité de mission. Donc on a une grande diversité de points de vue. On a ensuite une gouvernance plus démocratique, plus partagée. Moi par exemple, en tant que directeur général, il faut que je sois réélu tous les 4 ans pour garder mon job. Je trouve ça assez sain finalement, assez régulièrement de se remettre en condition d'être remplacé le jour où on n'a plus la majorité des gens qui vous soutiennent dans une entreprise quelle qu'elle soit. Donc c'est le gros avantage. Et puis on a une très belle complémentarité d'énergie entre le comité exécutif, on va dire les muscles de l'entreprise, entre le conseil d'administration, on va dire le cerveau, et puis le comité de mission qui serait plutôt le cœur de l'entreprise et qui permet de s'assurer que ce qu'on fait, ce qu'on pense et la façon, le pourquoi on le fait sont alignés vers l'intention qu'on a en tant qu'entreprise, vers notre mission, en tant que société à mission. Et donc ça, c'est ce qui permet cette gouvernance un peu complexe. La difficulté, c'est que c'est complexe. C'est qu'il faut parler à plein de gens, c'est que ça prend du temps, c'est qu'il faut également qu'on ait l'adhésion de plus de la moitié de nos sociétaires sur les décisions importantes qui sont prises. Donc, faut du temps pour expliquer. Parfois, il faut revenir plusieurs fois sur le même dossier pour que finalement on arrive à le formuler de la façon la plus pertinente, la plus claire possible. Donc l'inconvénient, c'est le temps que ça prend. Il faut qu'on aille ensemble vers une direction. Le gros avantage, c'est que ça nous permet d'être plus complet, d'être plus complémentaires, et donc de pouvoir intensifier les intentions qu'on porte à travers notre projet d'entreprise et notre mission. Et est-ce que vous savez s'il y a d'autres modèles un peu similaires aux vôtres? Dans chaque monde, oui, nous on navigue un peu entre deux mondes. Le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde des coopératives, c'est à peu près 10% de l'économie française. Il y a 22 000 coopératives en France. Parmi les coopératives d'artisans, la catégorie à laquelle on appartient, il y a pas loin de 130 coopératives d'artisans en France. C'est à peu près 100 000 emplois dans les coopératives d'artisans. Il y a 22 millions de Français qui sont codétenteurs d'une part sociale de coopérative, donc c'est très important, le pan coopératif de notre identité. Et puis il y a les entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est les entreprises qui choisissent de mettre dans leur statut des objectifs d'impact environnementaux et sociaux engageants qui vont être opposables à la direction, qui donnent corps au projet de l'entreprise, à la mission, au pourquoi on se lève le matin, au but que l'on poursuit, et qui décident à travers leur statut de mettre en place un système de gouvernance, le comité de mission, et un système d'audit externe, les OTI, les organismes tiers indépendants. Et donc ça, c'est à peu près 1700 entreprises en France depuis la loi Pacte, depuis 2020, la promulgation de la loi Pacte. Donc on va dire que des deux côtés, il y a un peu de mouvement dans le monde coopératif et dans le monde de l'entreprise à mission. Nous, on est un peu à la confluence des deux, avec d'autres groupes coopératifs qui ont choisi la qualité de société à mission, mais il n'y en a pas tellement. Alors chez HLU, nous parlons d'intelligence du cœur, que nous définissons par intuition, courage et empathie. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples dans votre parcours qui illustrent cette intelligence du cœur ? Bon, alors d'abord, c'est un concept que je trouve assez formidable. Moi, ça me fait beaucoup penser au discours de Marseille, d'Antoine Riboud, qui disait « il faut gouverner l'entreprise autant avec le cœur qu'avec la tête ». Donc ça évoque pas mal de choses. Je pense que la vision humaniste de l'entreprise qui a émergé autour des années 70, notamment en France, s'inspire beaucoup de cette idée d'entrepreneuriat du cœur ou d'intelligence du cœur. Formidable, HLU, c'est un super concept et c'est top là-dessus. Des exemples dans notre passé récent,
on va dire qu'on essaie de le faire au quotidien, ça. Si je devais vous trouver 2-3 marqueurs, par exemple, à l'occasion du Covid, on a levé, nous, SOCAPS, du PGE, parce qu'on est une entreprise qui fait à peu près 100 millions d'euros, donc on n'a pas trop de difficultés à lever des financements, et puis nos banques étaient tout à fait à notre chevet au moment du Covid, comme toute l'économie française. Par contre, les artisans sociétaires de SOCAPS, soit parce qu'ils n'avaient pas assez d'ancienneté sur leur bilan, soit parce que c'était des structures trop petites, ne pouvaient pas, pour beaucoup, lever de PGE. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé du PGE pour SOCAPS et on l'a découpé en prêts d'honneur qu'on a prêté à nos sociétaires et que sur la base du bon vouloir de leur remboursement, parce qu'on n'est pas un établissement bancaire, donc on ne peut pas avoir de garantie autre que le fait que les gens aient envie de nous rembourser, venir en soutien en termes de trésorerie à nos sociétaires qui ne pouvaient pas le faire toujours. Donc on a comme ça délivré des enveloppes de 5-10 000 euros pour les sociétaires qui en avaient besoin. Et l'expérience, c'est que finalement ça a été quelques centaines de milliers d'euros de prêts d'honneur qui ont été délivrés à cette occasion et qu'on a eu 100% de remboursement. Donc au final, les sociétaires ont joué le jeu et ont remboursé. Donc on va dire que si la case empathie devait être cochée, je pourrais vous donner cet exemple-là. Sur le sujet intuition, moi je parlerais volontiers du fait qu'on ait pris la qualité de société à mission très tôt. On a été les premiers en Normandie à le faire. On est devenu société à mission en juin 2021, donc on va dire un an après la promulgation de la loi Pacte, qui permettait de le faire, avec cette intuition que probablement qu'en sortie de Covid à l'époque, une partie de la population, une partie des salariés en particulier, n'accepterait plus de venir travailler s'il n'y avait pas un supplément d'âme dans leur quotidien, plus de sens, l'envie de faire en sorte quelque chose qui les dépasse. Et cette bizarrerie du droit français, si on regarde à l'échelle mondiale, finalement il y a le droit italien, le droit français, le droit espagnol aujourd'hui qui le permettent, un peu le droit belge, permet ça de façon structurée, de façon statutaire, donc avec un facteur de preuve supérieur pour les parties prenantes externes et internes, pour les salariés, pour les fournisseurs, pour les clients. Et on s'est dit assez vite, assez tôt, que si on n'était pas capable, nous, d'intégrer dans notre ambition stratégique et notre projet la biodiversité, l'école du coin, les associations, l'ambition qu'on porte sur des sujets comme la parité dans l'industrie, le handicap dans l'industrie, si on n'arrivait pas à transformer ça en plan d'action opérationnel et à l'intégrer dans notre feuille de route, dans notre quotidien, alors probablement on perdra une bonne occasion de renforcer le pourquoi on se lève le matin ensemble. Et que probablement qu'une partie importante des gens, je ne sais pas si c'est 10, 15, 20, 30%, 50% des salariés et des citoyens collaborateurs que nous sommes tous, se lèvent pour ça. Mais en tout cas, le fait d'avoir l'intuition, avec d'autres, il y a 1700 entreprises à mission aujourd'hui en France, de se dire que ceux qui permettent ça probablement seront plus heureux en tant que dirigeants, probablement seront plus performants en tant qu'entreprise et en tout cas créeront un système plus robuste pour demain. Cette intuition-là, je pense, est une des clés de notre réussite actuelle, notamment depuis qu'on est devenu société à mission, on a multiplié par 10 les candidatures spontanées, on a à peu près doublé le rythme d'acquisition client qu'on avait avant ça, on n'a finalement jamais eu d'aussi bonne performance économique que depuis que c'est plus notre objectif. Et ce truc-là, qui est assez contre-intuitif en réalité, spontanément, parce que c'est mathématiquement pas cohérent. En réalité, l'intuition que c'est probablement une des clés de succès, je pense, me rend confiant sur le fait qu'on pourra traverser à peu près toutes les crises qui se poseront à nous, parce qu'on a un supplément d'âme et un supplément d'énergie parmi nos équipes qui est rendu possible aussi par cette qualité de société à mission. Donc ça, c'est le côté intuition, qui à mon avis est très important. Et puis vous m'avez parlé du courage, on a fait un truc un peu zinzin depuis 2 ans, c'est qu'on s'est dit que, notamment dans la démarche de contribution carbone qu'on a, puisqu'on on applique les principes de la Net Zero Initiative, donc sur la mesure de notre poids carbone, et sur la volonté de financer des puits de carbone. Et pendant des années, et on continue à le faire d'ailleurs, on finançait des choses très très loin pour planter des arbres, alors parfois avec des associations qui font de l'agriculture, parfois avec des choses plus concrètes, mais souvent avec des choses assez éloignées de nous, au sens intime, quoi, au sens physique. Et on s'est dit que c'était pas très satisfaisant et que si on avait la possibilité de trouver un lieu dans notre Normandie natale et d'origine, aujourd'hui on travaille dans une centaine de pays chez SOCAPS, mais on reste foncièrement normand, notre siège est à Rouen, on a à peu près 125-130 emplois nets sur le territoire de la Normandie, sur 1200 pour le groupe.
on voudrait créer un lieu qui soit un lieu de formation, un lieu de séminaire, mais aussi un lieu dédié à la transition écologique, et un lieu qui permette d'avoir un petit laboratoire lié à la permaculture, lié à la transition écologique au sens très concret, au sens reboisement, au sens réensauvagement. Et on a trouvé ce lieu qui est à côté de Coutances dans la Manche, qu'on a racheté à la Croix-Rouge française il y a 2 ans maintenant, et qu'on rénove depuis, et qui devrait ouvrir ses portes en septembre 2025. Et ce lieu-là a vocation à offrir aux entreprises qui ont envie de vivre une expérience immersive plus forte en termes de transition écologique et de transition sociale au sens large, un lieu de formation, un lieu de séminaire, qui permettent, dans un écrin vert avec un réservoir de biodiversité, des pratiques de permaculture et d'agriculture durable, et tout un jeu de formation, de formateurs, de fresqueurs autour de nous, de venir vivre une expérience différente. Ce qui fait qu'en termes de courage, pour revenir à ça, moi ça m'oblige à être aubergiste, et c'était pas ma vocation, et c'était pas mon métier de base, donc il faut que je parle menu de restaurant, il faut que je fasse une formation pour avoir une licence 3, pour pouvoir vendre du cidre et du vin, ça je vous assure que pour être aubergiste en France, il faut vraiment être courageux, parce que c'est pas facile. Il y a plein de normes, plein de réglementations, c'est beaucoup plus compliqué parfois que d'installer une usine ou une ligne complète comme on le fait avec des projets en Irak hyper sophistiqués, hyper complexes. Parfois faire dans la Manche, à côté de chez nous, c'est parfois plus compliqué, il faut plus de courage que pour faire à l'autre bout du monde quelque chose de plus lourd. Alors vous rencontrez de nombreux dirigeants, forcément dans le cadre de vos activités. Selon vous, de quoi certains auraient besoin pour être un peu plus alignés avec leurs valeurs qu'ils peuvent avoir dans leur vie personnelle, mais qui vont être un peu moins exprimées dans la vie professionnelle? Alors oui, donc moi je suis impliqué dans pas mal de réseaux, des réseaux régionaux, le réseau Entreprendre, la PM, le club ETI régional en Normandie dont je fais partie, dont je suis vice-président, des réseaux liés à l'économie sociale et solidaire. Moi je suis très fier d'être dans ma fédération de branche qui s'appelle WICOP pour les coopératives d'artisans. Je travaille avec COPFR qui est la chambre de coordination du système coopératif français, avec Coopérative Europe qui est la représentation en Europe du système coopératif. Et puis je travaille dans les réseaux liés, on va dire, à la transformation de la société par la transformation de l'entreprise. Je suis trésorier et administrateur de la communauté des entreprises à mission, par exemple. C'est une mission qui me tient très à cœur. Donc, vous avez raison, je rencontre plein de gens tout le temps, et c'est génial, et c'est une partie de ce qui m'intéresse et ce qui m'enrichit dans tous ces contacts. Individuellement, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré un dirigeant... en tout cas pas ces 3 ou 4 dernières années, où je me sois dit, ce gars-là, cette fille-là, franchement c'est un sociopathe, une sociopathe. Je crois que ça n'existe pas, moi en tout cas j'en ai jamais vu, de dirigeant d'entreprise qui se lève le matin en se disant quel plan social je vais pouvoir faire pour faire souffrir mes salariés, comment je vais pouvoir arnaquer mes clients, et comment je vais pouvoir écrabouiller un fournisseur. Je ne crois pas que ça existe. En revanche, on se rend compte que parfois, beaucoup de pratiques d'entreprise, notamment dans des très grandes multinationales, tendent à la fin à créer beaucoup de malheur. En amont de sa chaîne de valeur, les pratiques d'achat parfois sont folles et demandent des choses pas cohérentes à leurs fournisseurs, y compris en les tuant, y compris contre l'intérêt de la multinationale d'ailleurs. À court terme, il faut tuer un fournisseur et c'est pas stratégiquement intelligent. Des pratiques clients qui sont parfois illégales, déraisonnables. Je pense notamment à certaines pratiques dans l'industrie du textile où on voit des choses folles, du point de vue écologique, du point de vue social. Et puis beaucoup de malheurs qui sont créés dans les entreprises. Les pratiques de lean manufacturing poussées à outrance, où on va essayer d'optimiser chaque petit mouvement pour augmenter les cadences, augmenter la productivité. Au bout du bout, quand on a fait ça pendant des années, bien souvent, on crée plus de malheur que de confort au travail. Or, ce n'était pas l'intention originale des dirigeants qui l'ont porté, ces projets-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un individu normalement intelligent, humain, a priori qu'un niveau d'empathie cohérent, peut prendre une décision collective, dans un système collectif a priori organisé et conçu pour être intelligent, qui crée beaucoup de malheur autour de lui, alors que ce n'était pas son intention. Moi, il me semble que ce qui pourrait manquer... Alors, j'ai pas la réponse toute faite. Si je l'avais, sans doute j'écrirais des bouquins pour l'expliquer, mais je pense que c'est plus subtil que ça. Il me semble que, en tout cas, dans la culture de l'entrepreneuriat français, il manque peut-être 2 choses importantes. La première, c'est de s'autoriser à ne pas regarder les chiffres tout le temps. On est formé dans le système éducatif français pour être fort en maths. On a un système qui pousse à avoir des espèces de supercalculateurs sur pattes avec une mémoire d'éléphant. Je ne crois pas que ce soit avec ça qu'on embrasse l'humanité et l'humanisme dont on a besoin pour conduire des équipes et pour conduire un collectif humain qui s'appelle l'entreprise vers quelque chose où on partage plus que l'envie d'échanger du temps de vie contre de l'argent. Et ce faisant,
en regardant que les chiffres, on a tendance à compter, à mesurer ce qui compte pas vraiment, et on n'arrive pas à mesurer ce qui compte vraiment. Et donc, ce qu'il faudrait faire là-dessus, à mon avis, c'est plus de place à la littérature, à la poésie, à la géographie, à l'histoire au sens large, dans les formations d'entrepreneurs et dans la formation générale d'écoles de commerce, par exemple. Il me semble que ça manque terriblement. Ça, c'est sans doute un premier truc qui manque. Et puis peut-être dans la culture française, ce qui manquerait aussi, c'est le droit à l'échec. Parce que avoir de l'intuition, comme on dit, c'est-à-dire détecter des signaux faibles qu'on traduit en action, ou avoir du courage, ou avoir de l'empathie, ou tenter des choses qui ne se sont pas tentées, ça veut dire être d'accord pour accepter éventuellement un échec. Or, dans la culture de l'entrepreneuriat français, notamment dans la culture des banques qui financent l'entrepreneuriat français, il y a une espèce de répulsion profonde à l'échec qui fait que quelqu'un qui tombe, aura du mal à remonter un projet et à se relever. Et donc, c'est comme si on nous demandait d'innover en permanence, tout en disant, par contre, si tu te trompes, tu n'auras plus de deuxième chance. C'est un tueur d'innovation que la sanction de l'échec. Et c'est un peu la même chose, je pense, dans cette idée de management par le cœur, qui fait que ceux qui tentent, souvent ça marche, et puis s'il se trouve que ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura tenté quelque chose, et il faut rebondir et faire autre chose. Et ce truc-là manque sans doute de la culture de l'acceptation de l'échec, voire de la valorisation de l'échec comme une expérience acquise. C'est quelque chose qui n'est pas spontané, en tout cas dans une partie des cultures occidentales, la culture française en particulier. Et vous, en tant que dirigeant, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises dans votre parcours et que vous pourriez partager à d'autres qui pourraient être utiles, s'ils vous écoutent? Ouais, alors d'abord, s'ils m'écoutent, j'en suis ravi. Je ne sais pas vraiment si on apprend des erreurs des autres. En vérité, je pense que faut que... on peut intellectuellement comprendre que quelqu'un d'autre a fait une erreur ou un conseil, ou un conseil positif. Je pense qu'on apprend, il me semble qu'on apprend plus en faisant qu'en écoutant. Ça n'empêche pas d'écouter, ça n'empêche pas de réfléchir. Dans les conseils, je pense que, il faut absolument garder du temps pour discuter et lire. Le temps de dirigeant, j'ai parfois l'impression de passer des semaines dans la machine à laver, à enchaîner des Teams, des réunions, des discussions, des interviews, des voyages, etc. C'est super, c'est hyper intense. En termes d'adrénaline, c'est génial. C'est, je pense, pas suffisant pour être clairvoyant et pour être suffisamment lucide pour détecter justement les signaux faibles. Donc je pense qu'il faut garder du temps pour les réseaux, garder du temps pour la discussion et garder du temps pour la lecture. Le meilleur bouquin de marketing pour moi, c'est L'Art de la guerre, c'est Sun Tzu. Ça, c'est pas très frais, ça a été écrit il y a à peu près 1000 ans, un peu moins. Pourtant, c'est d'une fraîcheur folle en termes de clairvoyance sur ce que c'est que le marketing stratégique. Et donc, il faut le temps de lire ça. Il faut lire Olivier Hamon, il faut lire Timothée Paric, il faut lire tous ces gens-là qui sont extrêmement riches. Et donc, il faut du temps de cerveau et du temps physique disponible pour ça. Garder du temps. Et le deuxième élément, je pense, c'est laisser faire les erreurs pas graves. Je vous disais, je crois qu'on apprend plus des erreurs que des conseils. Ça veut dire qu'il faut s'autoriser à soi le droit à l'erreur, et il faut autoriser à ses équipes, et notamment à son comité de direction, ou à ses proches collaborateurs, le fait de laisser faire les erreurs pas graves. Je crois que c'est quelque chose qui fait grandir les organisations. C'est pas facile, parce que... On aime bien quand tout est nickel, et puis on a été souvent formés, éduqués pour ça. Et en réalité, c'est sympa quand c'est pas parfait, quoi. La redondance, c'est cool. L'imperfection, ça veut dire qu'il y a sans doute plus d'authenticité quand c'est pas parfait que quand c'est parfait. Et ça veut dire que sans doute on va apprendre collectivement, et que ce sera bon, parfait, moins rapide, moins lean, mais on s'en fout en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que d'abord, on soit heureux les uns les autres dans la journée qu'on passe à travailler ensemble, et ensuite, si nous on est heureux, il y a de grandes chances que nos clients le soient, et par conséquent que nos organisations, nos entreprises soient durables. C'est ça, à mon avis, qu'il faut arriver à trouver comme équilibre. Et pour finir sur ce point-là, on parlait tout à l'heure des chiffres, c'est un peu comme si tout ce qu'on regardait quand on conduit, c'est le compteur de vitesse. Bien sûr qu'il faut savoir à quelle vitesse on roule, mais le plus important, c'est pas de regarder le compteur, c'est de regarder la route. Donc quand on pilote une entreprise, quand on essaye de la diriger de façon judicieuse, si on est le nez sur les chiffres et sur le compteur,
probablement on va arrêter un moment de regarder la route et on va oublier de regarder la route, et c'est là qu'on a un accident. Donc gardons le cap les yeux sur la route, c'est-à-dire sur la mission, sur le sens, sur l'engagement, sur le projet collectif qu'on porte en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Et puis oui, bien sûr, de temps en temps, il faut quand même regarder le compteur pour s'assurer qu'on n'est pas trop peu rapide ou trop rapide. Mais c'est pas le plus important c'est la route. Et je crois que le rôle des entrepreneurs dans ce contexte extrêmement compliqué, c'est de ne pas perdre de vue la route, la boussole, la mission, d'aucuns diraient, et puis de continuer à préserver ce qu'on a sans doute de plus précieux dans l'entreprise, c'est la capacité qu'on a à faire société. C'est à l'heure où la société a tendance à s'effondrer. Les syndicats, les associations vont pas très bien, il y a un manque de financement terrible, le pouvoir politique, la classe politique est très décriée, les religions sont pas au top. Globalement, les cadres historiques de la civilisation et de la société sont un peu en train de craqueler. Peut-être que le temps est venu pour l'entreprise de se dire que c'est au sein de l'entreprise qu'il va falloir continuer à dialoguer, réapprendre, peut-être militer, et peut-être que c'est OK d'avoir une posture politique dans l'entreprise, au sens de la vie de la cité, au sens de prendre part à la vie de la cité. Et ça veut dire qu'il faut qu'on conserve et qu'on soit vigilant à conserver la capacité qu'on a dans l'entreprise à faire société. À mon avis, c'est un des challenges qu'on a là dans les quelques années qui se passent, parce qu'on va être assailli de news, de réseaux sociaux, d'informations plus horribles les unes que les autres, des États-Unis qui quittent l'accord de Paris, de tensions géopolitiques en mer de Chine, on verra ce que donne le conflit russo-ukrainien. Tout ça va être extrêmement anxiogène. Préservons dans notre entreprise la paix, la possibilité du dialogue, l'idée de partager ensemble quelque chose qui nous dépasse, l'idée de contribuer le mieux qu'on peut au bien commun, l'idée de protéger des associations de proximité, l'idée de travailler avec les pouvoirs publics locaux pour pouvoir créer des choses concrètes ensemble. Si déjà on fait ça, peut-être qu'on aura fait notre part. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir.